Il y avait certaines fois avant où justement tu sais que tu as une grosse séance, tu as peur, tu l'évites, et puis maintenant, c'est plus maintenant de l'excitation que de la peur d'avoir cette grosse séance. Mais ça revient fort, ça revient fort. elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, sors, allez, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Hello, c'est Valentin et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui t'aide à transformer positivement ton mode de vie. Je te fais découvrir à travers des athlètes, des coachs, des nutritionnistes et bien d'autres experts la discipline physique et la résilience mentale qui t'aideront à devenir meilleur chaque jour. Alors bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier mon partenaire Experience Training. Grâce à leur expertise, à leur suivi personnalisé, vous pouvez bénéficier d'un plan d'entraînement entièrement personnalisé à vos attentes, à vos objectifs et surtout en accord avec vos ambitions. Alors pour découvrir Experience Training, je vous mets leur site en description du podcast. Salut Guillaume, Salut. ça va ? Ouais, ça va bien. Bon, ça me fait plaisir de te voir justement chez toi à Saint-Raphaël en ce lundi matin, malgré tout ensoleillé et sans vent, comme on pouvait le dire juste avant. Pour commencer notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Et bah ouais, ça je devrais être capable de le faire. Donc je m'appelle Guillaume et je suis triathlète professionnel, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas je fais ça à temps plein. Ok. J'ai 24 ans, je viens de Tours, mes parents habitent à Tours. Donc, et puis maintenant je suis dans le sud à Saint-Raphaël depuis maintenant 5 ans. Ouais, donc on va voir, je pense que le sud a pu changer ta vie. Moi je suis basé de base à Niort, donc Tours je vois un petit peu ce que ça peut donner. J'aimerais bien qu'on fasse un retour sur toi parce que voilà, donc tu te définis comme triathlète professionnel parce que tu fais ça à plein temps, t'as 24 ans, donc on a à peu près le même âge. Et les auditeurs vont comprendre déjà, est-ce que tu fais du longue distance, est-ce que tu fais du court distance, quel sport tu pratiques toi depuis maintenant quelques années ? Alors moi ouais, je suis sur le court distance du coup. Okay. Donc sur le court distance, donc sur le circuit français avec les manches de Grand Prix. Okay. Je suis licencié au club de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne et puis également je fais quelques coupes d'Europe donc sur le circuit européen et j'espère cette année pouvoir réaliser un critère pour avoir accès aux coupes du monde. Okay. Et puis ensuite essayer de gravir les échelons comme ça sur le circuit mondial. Ok, parce que comment ça se passe réellement dans le court distance ? C'est-à-dire que d'abord tu trouves un club sous lequel tu vas courir, que tu vas représenter, donc tu fais toutes les manches D1. Ensuite, tu as une sélection pour la partie Europe, la partie monde, et après, le Graal, les JO, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça. Alors, le circuit international, on va dire, et le circuit français, c'est quand même deux choses totalement différentes. Okay. Donc, par exemple, pour avoir accès au Grand Prix, il faut juste être licencié dans un club et puis après faire partie de l'équipe. Mais pour les courses un peu plus internationales, il faut réaliser des critères pour pouvoir rentrer déjà sur la start list. Il faut marquer des points au niveau du World Ranking. Okay. Il y a tout un système un peu... On ne peut pas juste s'inscrire sur la course et prendre le départ. Okay. Il y a des nombres de dossards limités sur chaque course. Enfin, c'est un peu... Et justement, un format qui grandit de plus en plus, par exemple la Super League, est-ce que ça c'est un format auquel tu peux potentiellement participer ou alors c'est compliqué aussi ? Je peux potentiellement participer. Après, je sais que pour le moment, les gars qui courent là-bas, ils ont quand même un meilleur niveau que moi. Okay. Il faut aussi avoir un peu les contacts. Okay. Parce que il y a très peu de place dans ce genre de ligue. Ils sont 20 athlètes au départ, entre 20 et 25 donc. Ok, mais ça reste quand même du court distance et aussi ça reste du possible. Ok, bon très cool, on va en savoir un petit peu plus sur ça. En tout cas, ça me fait plaisir de recevoir un athlète du court distance et je pense que les auditeurs vont se retrouver et vont, pour certains, c'est pour ça que je te pose autant de questions sur ces sujets-là, vont découvrir aussi la structuration qui n'est pas du tout la même
que ça soit sur le court, le longue distance, etc., des acteurs privés, des acteurs fédéraux. Donc ça, c'est intéressant. Pour commencer notre échange, Guillaume, donc aujourd'hui 24 ans, Guillaume Petit, c'était quoi? Parce qu'aujourd'hui, tu fais du sport à plein temps, donc j'espère et je pense que ça t'anime. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a animé? T'étais quelqu'un de très calme, de très sage, d'hyperactif. Comment tu te définis et quel sport tu pratiquais, toi? Alors oui, forcément, un peu hyperactif. Après, j'arrivais à me calmer quand il fallait, mais ouais, j'ai toujours fait du sport. Mes parents ont toujours aussi été sportifs. Ok. Quand ils étaient plus jeunes, ma mère, par exemple, elle a été classée 5-6 en tennis. Donc ça commence un petit peu à jouer. Mon père, il a aussi fait pas mal de sport. Mais ils ont fait, tous les deux ont fait différents sports. Ok. Donc mon père, il a fait pas mal de basket, un peu de golf. Ma mère, du coup, du tennis. Et donc tout petit, j'ai rapidement aussi fait un peu tous les sports possibles, du judo, du basket, du foot, du tennis. Et vers l'âge de 12-13 ans, je faisais du tennis et du triathlon en parallèle. Ok. Donc j'avais déjà commencé le triathlon. Je suis arrivé sur le triathlon parce que mon père en avait fait un. Ok. Et donc lui, il avait aussi découvert un peu comme ça, il m'avait inscrit. Et j'avais gagné cette course, donc j'avais tout de suite un peu accroché. Forcément, avec la victoire, c'est plus facile. Si j'avais pris une rouste, je suis pas sûr que... On serait peut-être pas là Ouais, aujourd'hui. c'est ça, mais non. Donc j'ai continué, j'ai direct bien aimé. Et donc après, je faisais du tennis et du triathlon en parallèle. Et puis un jour, mon coach de tennis, il m'a dit, Guillaume, si tu veux réussir dans le tennis, il faut choisir Enfin, si tu veux réussir dans un des deux sports, il va falloir faire un choix entre les deux sports. Ok. Donc moi, à ce moment-là, j'avais pas forcément envie de faire le choix, je m'amusais dans les deux, parce que ça reste quand même deux sports assez différents. Donc. Ouais. Mais malheureusement pour ce coach-là, j'ai choisi le triathlon. Donc j'ai arrêté le tennis à ce moment-là, et après j'ai commencé le triathlon, parce que aussi les entraînements en triathlon commençaient à prendre un peu plus de temps. Ok. Donc voilà. Et justement, c'est assez drôle parce que tu dis que tu as essayé tous les sports, donc sport de combat, sport co, Ouais. et au final, quand même, à 12-13 ans, tu me dis, j'ai dû faire le choix entre tennis et triathlon, qui sont malgré tout des sports individuels. Est-ce que toi, tu te définis plutôt comme sportif individuel? Qu'est-ce que tu appréciais dans le sport collectif et que tu apprécies aussi dans le sport individuel? Quel est le lien entre ces deux-là, et toi, pourquoi tu te retrouves aujourd'hui dans le triathlon? Ce que j'appréciais dans le sport collectif, c'était forcément de pouvoir jouer avec mes potes, avec mes amis du moment. Et au final, c'est quelque chose que j'ai aussi retrouvé dans le triathlon, en m'entraînant un peu avec mes copains quand j'étais jeune. Enfin, c'était et c'est toujours un amusement. Ok. Et donc, le fait de pouvoir m'entraîner avec eux, mais en course, ne pas forcément dépendre d'eux, ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui est très, très dur dans les sports collectifs. C'est-à-dire que malheureusement, si quelqu'un de ton équipe passe à côté de son match, c'est possible de perdre. Ouais. Donc forcément, quand j'ai commencé le triathlon et que j'ai vite gagné plusieurs courses, et cette victoire, elle reste quand même... Ouais, tu préfères vraiment ce sentiment, et c'est vrai que Ouais. j'ai eu beaucoup d'auditeurs, d'athlètes que j'ai reçus justement sur le podcast qui étaient multisports au début et qui avaient un peu aussi ce sentiment-là d'en vouloir aux autres sur un sport co, et au moins, sport individuel, tu fais un match qui est compliqué, que ce soit en tennis ou alors tu fais une mauvaise course en triathlon, c'est de ta faute, et C'est ça. c'est tout, même s'il y a des faits de course des fois. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'à 12-13 ans, tu étais déjà sur ces sports-là. Et ensuite, tu définis vraiment ça comme un amusement. Quel a été ton parcours? Est-ce que tu as fait un parcours classique, collège, lycée, sans avoir, on va dire, un aménagement particulier pour pratiquer le triathlon? Est-ce que tu as eu un aménagement particulier? Quand est-ce que le triathlon a commencé à un petit peu prendre beaucoup plus de place dans ta vie et dans tes études? Alors, donc jusqu'au collège, j'avais pas forcément d'aménagement. Donc, je m'entraînais avec un club de natation, un club de course à pied, puis j'allais rouler une fois le week-end. Ok. Donc c'était, après au collège, on n'a pas forcément besoin. Je m'entraînais pas forcément beaucoup, mais si j'arrivais à faire un entraînement par jour, c'était déjà bien entre les trois sports. Et après, à partir du lycée, j'ai commencé à vouloir essayer d'évoluer, de progresser dans le triathlon. Donc j'ai pris la décision de partir à Reims, au Krebs de Reims. Il y avait un centre régional d'entraînement
où on était coaché par Maxime Hutto. Donc je suis parti là-bas et j'ai fait 4 ans à Reims. Donc j'ai fait tout mon lycée là-bas. On avait des super aménagements, donc on était capable de nager tous les jours avant les cours. Okay. Et ensuite de pouvoir refaire un entraînement le soir. Donc c'était pas mal. Donc je suis arrivé là-bas, j'avais 14 ans quand je suis parti à Reims. Parce que j'avais un an d'avance à l'école. Et justement, il y a, je pense, des jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Comment tu as vécu ce départ, justement, assez jeune malgré tout, à 14 ans? Est-ce que tu avais une vision qui était claire sur ce que tu voulais faire dans le triathlon? Ou justement, le but c'était de voir ce que tu pouvais donner, c'était de progresser tranquillement et tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de mettre en place, j'ai envie de tester et j'ai envie de voir? Ou alors tout de suite tu avais une vision long terme, etc. quoi? Non, j'avais forcément une vision à long terme. Okay. Je pense que pour faire ce genre de choix, il faut quand même avoir un peu un projet et puis une vraie motivation. Ouais. Et parce qu'en fait, moi je suis déjà assez grand et quand j'étais plus petit, j'étais aussi assez grand par rapport aux autres et je pense que ça a toujours été un peu à mon avantage dans les catégories jeunes. Okay. Un peu peut-être un peu plus développé, un peu plus musculeux que certains. Et donc rapidement sur les championnats de France, quand j'étais dans les catégories jeunes, en benjamin ou minime, tu te rapproches du podium, tu te rapproches de la première place. Ouais. Et du coup c'est encore plus une source de motivation. J'en ai pas gagné beaucoup des championnats de France, mais bon, à chaque fois d'être si proche, c'était aussi une source de motivation en plus, parce que je voulais me battre pour ce titre. Et justement, comment tu vis cette arrivée parce que malgré tout, de passer d'un entraînement par jour à... oui, c'est une chance d'avoir un aménagement, mais il faut quand même... quand t'es aussi jeune comme ça, il faut quand même trouver la motivation d'aller te lever tous les matins et aller compter les carreaux dans la piscine. Comment tu te structures? C'est-à-dire que, est-ce que très vite, de par le choix que tu as fait et la structure dans laquelle tu es, tu as un accompagnement avec un coach, avec des gens qui viennent te questionner sur les bons sujets? Ou alors c'est toi qui passes des étapes faciles, puis difficiles, et puis tu avances, etc. Comment tu te motives pour aller justement passer ce cap-là? On était très bien encadrés là-bas. Okay. Donc Maxime, le coach, forcément au début... les volumes, ça n'avait rien à voir avec ce que je peux faire maintenant ou ce que les autres faisaient aussi à l'époque parce que j'étais le plus jeune dans le groupe. Okay. Donc non, il y avait un très bon aménagement. Il y avait au Krebs du coup où j'étais, il y en avait un suivi médical. Donc en cas de petites blessures ou maladies, franchement c'était très vite réglé souvent. Donc non, c'était... Ouais, donc c'était très professionnalisé, ouais, c'est ça. Dès le début, quoi, au final. Ouais. Et ta vision, quand tu fais ton lycée, derrière, tu t'orientes sur quoi? C'est-à-dire qu'à la suite de ton lycée, tu te dis je me mets à fond sur le triathlon, tu continues tes études, qu'est-ce qui se passe pour toi? Moi, j'aurais bien voulu, mais mes parents, ils m'ont dit, si tu veux pouvoir arrêter les études et te consacrer à fond dans le triathlon, il va falloir que tu aies une licence. Okay. Donc j'étais encore à Reims à ce moment-là et j'ai décidé de commencer une licence de STAPS. Ouais. Donc il y avait soi-disant un aménagement pour les sportifs de haut niveau, mais à ce moment-là, moi j'étais junior, j'étais en junior première année, donc je commençais à m'entraîner à faire des beaux volumes, que ce soit dans les 3 sports. Okay. Et donc j'avais moins de temps forcément. Et en fait, le dispositif à Reims, on avait juste le droit de pas assister aux cours, mais après c'était à nous de nous démerder pour essayer de récupérer les cours et de les apprendre et les comprendre. Donc j'ai fait ça, je suis allé un peu au début au cours. Après j'ai rapidement décroché et j'ai eu 6 de moyenne je crois au premier semestre et je suis même pas allé au partiel du 2e semestre. Et à la fin de cette année-là, j'ai décidé de partir de Reims. Okay. Parce que j'étais arrivé sûrement un peu au bout d'un cycle. Il y avait un bout d'un cycle. Je m'entraînais aussi un petit peu avec Vincent Louis à ce moment-là. Okay. Donc on partageait les séances natation. Et puis moi, je m'étais dit, pourquoi pas essayer de le suivre en vélo aussi pour l'année d'après. Sauf qu'il est parti de Reims cette année-là. Okay. Et donc dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi changer. Ça va me remettre un petit coup de boost. Et j'avais tous mes amis, beaucoup d'amis qui s'entraînaient à Saint-Raphaël, au pôle justement, avec Mickaël Yassami. Et donc j'ai décidé de faire la demande d'abord,
pour savoir si je pouvais rejoindre le pôle. Ok. La fédération a accepté, donc Et là, c'est après, parti. après c'est parti, et puis je me suis retrouvé au soleil. Et ouais, c'est vrai que là, on le voit un petit peu sur la vidéo, les auditeurs l'entendront, le soleil est présent. Et c'est vrai que ça change beaucoup, je pense, sur l'aspect motivation, surtout quand tu pratiques un sport comme ça, majoritairement en extérieur. Mais de tout ce que tu me dis, ce que je ressens, c'est que malgré tout, très jeune, tu avais déjà un petit peu cette chose en toi et cette vision. Et tu as très vite mis en place des choses et des changements assez drastiques. Est-ce que c'est quand même assez simple de faire ces choix-là, ou c'est des longues périodes de questionnement, et du coup, toi, t'estimes que c'est ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, d'avoir justement validé des cycles, d'avancer avec un nouveau groupe, d'avancer dans un nouveau cadre, et du coup de sortir un petit peu de ta zone de confort, quoi. Ouais, alors honnêtement, je pense que c'est assez simple quand même comme choix. Quand tu sais à peu près où tu veux aller, quand tu connais un peu tes motivations, il y a certains choix, quand tu sens un peu que c'est la fin d'un cycle, et bah, il faut se remotiver. Et j'ai la chance aussi d'avoir mes parents qui me soutiennent beaucoup. Ok. Donc ça, c'est aussi un poids en moins à gérer, je pense, comparé à certains athlètes où, bah, dans tous les cas, quoi que je fasse, ils seront heureux et ils me soutiendront. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très important. Ouais, bah, je pense que c'est, on va dire, un peu le pilier justement de ta structuration de carrière. Et là, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc là, tu viens d'arriver sur Saint-Raph, tu découvres un nouveau lieu, tu découvres le soleil. Mais tout de suite, j'estime, et t'en parles depuis tout à l'heure, que tu vas retrouver un groupe d'entraînement. Qu'est-ce qui t'anime dans ce sport individuel et qui fait que tu vas t'entraîner avec les copains et que tu vas partager les entraînements? Pour toi, ça t'apporte quoi et pourquoi tu le fais en fait? Ça apporte vraiment beaucoup Ok. parce que au final, les semaines d'entraînement elles sont quand même assez chargées en niveau horaire. Mais bon, on va dire si on s'entraîne 25 heures dans la semaine, sur les 25 heures, il n'y a pas des intensités tous les jours. Il y a beaucoup d'entraînements un peu aéro, entre guillemets, faciles. Ouais. Et donc ça permet de pouvoir rigoler, parler et puis passer du bon temps parce que au final on aime bien aller faire 3 heures de vélo un peu facile. Ouais. Mais quand tu es entouré de personnes que tu apprécies, ça passe forcément plus facile et puis les semaines s'enchaînent bien. C'est vraiment c'est s'amuser avec des potes, quoi. Ok. Et toi, tu penses que c'est ça qui fait que tous les matins, ça te motive quand même à aller à l'entraînement et que tu gardes cette motivation? Et surtout, est-ce que tu penses que cet aspect-là fait que tu t'entraînes mieux et tu t'entraînes plus fort que si tu le faisais tout seul? Je pense que oui, parce que justement, je suis content d'aller à l'entraînement pour rejoindre mes potes. Non, c'est quelque chose qui me permet ça. Et puis, on arrivait à avoir cette de pas justement se retrouver en compétition à l'entraînement. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Parce que justement, il y a certains groupes, certaines personnes qui... c'est tout le temps un peu la course, et ça peut vite être un peu négatif pour le groupe, et Ouais. puis pour tout le monde. Donc là, on avait chacun ses qualités, chacun un peu ses points faibles. Ouais. Et ça permettait de pouvoir aider tout le monde dans le groupe, tout en s'amusant, avec une bonne ambiance. Donc non, j'ai passé 4 ans au pôle, 4 ans et demi avec Mickaël et mes potes. Et du coup, non, ça c'était vraiment des belles années. Ok, et justement, tu parlais de 25 heures d'entraînement, de 3 heures aéro, etc. On comprend bien pourquoi tu en es là aujourd'hui, ce que tu vises, ce que tu fais. Mais par exemple, ton quotidien, une semaine, si je devais passer, là on passe qu'une petite heure ensemble, si je devais passer une semaine avec toi, c'est quoi? C'est un entraînement tous les jours? C'est tranquille le lundi? Ça représente quoi en fait? Alors, une semaine un peu type. Alors, il va y avoir 6 natations, 6 vélos et entre 5 et 6 courses à pied. Ok. À ça, je vais rajouter une muscu et 30 minutes un peu de PPG en fin de semaine. Ok. En plus, ouais. Et après, donc ça c'est sur la partie un peu entraînement. Après, il y a, on va dire, 1 à 2 massages par semaine, Ouais. avec le kiné. À ça, je rajoute aussi des séances de prépa mentale. Ok. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis maintenant 2 ans et qui m'apporte beaucoup. Et puis après, beaucoup de repos et
et de repas. Ouais. La nutrition est un élément important et on verra après justement. J'adore aller voir tous les aspects, donc là déjà je trouve ça intéressant que tu aies mis en place la prépa mentale, parce qu'on a vraiment une première partie qui est la partie physique, avec l'enchaînement des entraînements, la prépa mentale, et j'ai bien envie aussi d'aller voir ton aspect par rapport à la nutrition. Et justement, tes journées, donc là 6 plus 1, on fait vite le calcul, il n'y a que 7 jours dans la semaine. Comment c'est orchestré tout ça? Est-ce que tu as des journées qui sont des journées de récup entre guillemets, et est-ce que tu peux nous donner une séance type que toi par exemple t'apprécies faire mais qui reste quand même compliquée pour que les auditeurs puissent un peu se projeter dans ce que tu peux faire et quelle est la complexité de certaines séances? Ouais. Alors moi en ce moment du coup je suis coaché par Fabio Rastelli, donc c'est un coach italien, et donc c'est lui qui organise clairement pas qu'un peu, qui organise totalement ma semaine. Donc le lundi, souvent c'est la journée un peu plus, on récupère un petit peu du week-end, même s'il y a quand même la séance de muscu, donc ça rajoute un peu de fatigue et de charge. Le mardi c'est une grosse journée, on a une séance à haute intensité, souvent en natation et en course à pied, avec un vélo un peu tranquille. Le mercredi ça sera une grosse séance aussi à vélo, les 2 autres sports tranquilles. Le jeudi c'est une journée un peu récup, mais avec quand même des petits volumes. Le vendredi, on aura de nouveau une séance dans l'eau, en natation. Donc là, ça peut être plus du seuil que comparé au mardi. Quelque chose d'un peu plus long, une allure un peu moins élevée, mais bon, ça fait tout aussi mal. Et le samedi, on aura donc une sortie longue en course à pied avec, on va dire, un long tempo, avec une allure qui augmente. Et le dimanche, une sortie longue avec une série dedans. Ok, ouais, donc ça fait des belles semaines avec un peu d'intensité malgré tout tous les jours. Ouais. Et du coup, cet aspect-là, on va dire de l'entraînement global, toi par exemple, quelque chose qui me questionne maintenant, c'est pourquoi tu as inclus de la musculation dans ta préparation et quels sont les avantages pour toi? J'ai inclus de la musculation. Au début, c'était plus quand j'étais à Reims, parce que le coach l'avait mis dans l'entraînement. Enfin, forcément aussi à Reims, ça nous permettait de rajouter un entraînement dans les jours de pluie ou quand les températures étaient négatives. Mais maintenant, j'en vois un réel intérêt, et je trouve que c'est vraiment intéressant pour un peu la prévention des blessures. Ouais. Et également pour l'économie un peu musculaire, que ce soit en course à pied ou en vélo, pardon. Le fait de pouvoir être un peu plus solide, ça me permet de pouvoir mieux enchaîner aussi les semaines. Ok, et du coup sur toute cette partie physique où on voit que malgré tout, toi depuis, j'ai envie de dire tes 14 ans, tu as toujours été entouré, entraîné, avec différentes méthodes que j'ai l'impression que tu as assez facilement absorbées et auxquelles tu t'es habitué. Un sujet qui est intéressant, c'est la préparation mentale. J'en parle souvent dans ce podcast. Pourquoi, déjà, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que de toi tout seul, tu t'es dit je vais aller faire de la préparation mentale, ou c'est quelqu'un qui t'a emmené sur ce sujet-là? Alors, ouais, je vais dire de moi tout seul. J'ai eu plusieurs préparateurs mentaux. Ouais. Et donc j'ai commencé parce que grâce à la fédération, on avait une personne qui était mise à notre disposition. Okay. Il s'appelait Michel Verger, il travaillait aussi avec l'ASM, donc le club de rugby là, de Clermont. Et donc j'ai senti une belle amélioration, mais après j'ai senti un peu un petit plafonnement. Okay. Donc après j'avais besoin un peu de renouvellement, et après j'ai commencé un petit peu à chercher, à me renseigner. Et maintenant je travaille avec Francis Jouberton, donc lui, il est aussi un peu dans le rugby, et maintenant ça se passe très bien depuis 2 ans. Mais ça partait quand même de moi à la base, parce que dans mes catégories jeunes, on va dire que au niveau mental, plus au niveau de la gestion du stress. J'avais pas des gros problèmes, mais j'étais vraiment nul, je savais pas du tout gérer mon stress. Okay. Et je pense que ça m'a fait faire quelques courses un peu de merde. Et donc ouais, maintenant je suis vraiment content d'avoir pu mettre ça en place, et je sens vraiment
Ouais, tu un sens la réel différence. impact. Ouais. Et la différence, tu la sens justement que sur la partie compétition, ou tu la sens aussi dans ton quotidien et dans l'entraînement que tu pratiques? Je peux la sentir aussi au niveau de l'entraînement. Ok. Il y avait certaines fois avant où justement tu sais que tu as une grosse séance, tu as peur, tu l'évites, et puis maintenant, c'est plus maintenant de l'excitation que de la peur quoi, d'avoir cette grosse séance. Après voilà, ça se passe bien maintenant, j'arrive à... Parce que s'il devait y avoir un avant-après face à cette séance compliquée, avant tu te disais quoi mentalement, et maintenant comment tu réagis? Parce que là tu vois, tu nous as parlé de ton émotion, donc stress et maintenant excitation, mais c'était vraiment quelque chose qui te rongeait par exemple avant, enfin je sais que... Ouais, ça pouvait vraiment... Ok, Enfin, après sur des entraînements, ça restait minime, mais sur des compétitions, quand j'étais dans les catégories minimes et cadets, il y avait plusieurs fois où les veilles de course, je me retrouvais à pleurer pour des choses totalement ouais, inutiles, enfin bêtes, et où il y avait aucun cas, enfin normalement à aucun moment je me retrouve à pleurer pour ça, mais justement j'étais tellement stressé et un peu sous pression que j'ai des souvenirs de ça, alors que maintenant bah justement je suis content la veille de la course parce qu'il y a la course le lendemain quoi. Ouais, bah c'est très cool d'avoir ton cas, parce que justement j'ai fait quelques capsules sur la partie mentale, et c'est vraiment un sujet que je veux continuer à développer, déjà d'un point de vue personnel, mais aussi pour les auditeurs, parce que j'estime que c'est un sujet qui est très important, et là on le voit, sans parler de performance à l'état pur, rien que sur toi, comment tu te sens, etc. On voit un réel changement, alors qu'au final c'est juste une vision de la chose qui différencie, et un accompagnement. Et il y a un sujet qui, du coup, tu le disais, tu manges beaucoup, on passe du temps à manger en tant que triathlète. Quelle importance tu donnes à la nutrition? Est-ce que tu as eu et tu as un nutritionniste? Est-ce que tu manges ce que tu as envie de manger? Quel est ton rapport par rapport à ça? Alors ouais, non, je travaille pas directement avec un nutritionniste. Ok. J'ai un médecin du sport qui me suit un peu plus pour la partie probiotique, un peu tout ça, mais après pour au niveau des repas, je mange plutôt en quantité, et puis de tout, j'essaye de varier. Après moi je suis intolérant au gluten ça fait maintenant 7-8 ans Ok. que je mange sans gluten. Donc ça m'a maintenant, après 8 ans, je vois un aliment, je sais s'il y a du gluten ou pas dedans. Ok. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut quand même... je fais attention, et donc dans mon alimentation, ça change beaucoup. Et ouais, non, après, en quantité, et puis je mange un peu de tout. Et lors de la course, typiquement, parce que on va dire dans le longue distance, c'est vraiment un élément clé, avec tant de grammes heure, on s'habitue à l'entraînement, etc. Est-ce que dans le court distance, vous avez le temps de manger lors de la compète? Est-ce que c'est un sujet que vous prenez en compte ou pas Ouais, du tout? alors on commence à le prendre de plus en plus en compte quand même, Ok. un peu comme dans le longue distance. Enfin, forcément, moi, à la base, je reste quand même un passionné de triathlon. Ouais. Donc, enfin, tout ce qui se passe un peu dans le long, je le regarde aussi, j'essaye de comprendre tout ça. Donc forcément, et puis après, on s'entraîne aussi quand même un gros volume horaire par semaine. Enfin, donc entre 28 et 30 heures, si tu commences à pas bien t'alimenter pendant les séances, et bah tu vas créer un trop gros déficit, et puis tu vas jamais récupérer, c'est risque de blessure et tout ça. Donc pendant les entraînements, maintenant forcément on mange beaucoup, et puis pendant les courses, sur le sprint, donc j'avais établi tout un petit protocole, j'avais utilisé le Super Sapiens pendant une période pour justement établir ce protocole, et puis maintenant je reproduis le même sur chaque course. Ok. Donc avec une prise avant, enfin, et j'utilise beaucoup les produits un peu Morten, SIS. Ok. Et puis pendant la course, ouais, je reprends un gel au tout début du vélo, Ok. au bout de 20 minutes de course en gros, et puis qui me permet d'avoir cet extra d'énergie pour la fin de course. Ok, donc vraiment il y a la nutrition, tu as vu quand même une évolution je pense, et quand on parle aussi avec des athlètes un peu plus âgés, je pense que ça évolue, parce que est-ce que ça a toujours été justement cet aspect nutrition? Est-ce que tout le monde par exemple dans le groupe vient manger aussi sur cette partie sprint, ou pas du tout? Non, sur les sprints, tout le monde ne prend pas forcément de gel. Beaucoup prennent juste de la boisson dans le bidon, et puis c'est tout. Après, sur CD, maintenant, tout le monde commence, oui, forcément, Ok. sur un distance olympique, ouais, tout le monde commence à bien s'alimenter, mais
c'est vrai que sur le sprint, ça reste un peu... Après, donc moi là maintenant à Saint-Raphaël, je m'entraîne avec Léo Bergère. Ouais. Et Léo, c'est un bel exemple, en tout cas sur tout. Et, honnêtement, sur tout, c'est un très bel exemple. Et donc lui, sa vision de la nutrition, en tout cas, j'aime beaucoup échanger de ça avec lui parce que lui, il essaye forcément de manger de plus en plus. Ouais. Et sur des sprints, c'est lui qui m'a dit qu'il me conseillait en tout cas de prendre un gel si justement j'arrivais à bien le... Ouais. Il faut pas que ça soit au détriment de crampes d'estomac ou de choses comme ça. Donc si tu arrives à bien t'entraîner à l'entraînement à le faire, et fais-le en course, ça sera que bénéfique. Et justement, un truc qui est toujours impressionnant sur le court distance, c'est le vélo, je trouve, où vous roulez en paquet, c'est très serré, etc. Ça, c'est quelque chose où toi, t'as jamais eu de soucis avec ce sujet-là, t'as toujours été habitué, ou il y a eu des phases où c'était un peu plus compliqué pour toi et t'as trouvé un peu les sujets pour te sentir mieux dans le groupe? Comment tu le vis ça? Non, j'ai jamais forcément eu de soucis avec ça. Ok. Donc j'ai toujours plutôt été à l'aise un peu techniquement en vélo, donc ça m'a jamais forcément posé de problème. Après, ça m'est déjà arrivé sur certaines courses où en peloton, 2 gars devant moi qui tombent et puis derrière tu peux rien faire, mais non, après ça joue forcément un petit peu des coups de temps en temps. Bon, après ça reste du triathlon, donc c'est pas très méchant, mais non, ça va, c'est pas forcément un souci. Ok, et on en parlait un petit peu en off, donc là tu nous as parlé de ta saison, de ton évolution, on voit que tu es quand même jeune encore dans ce domaine, donc c'est prometteur. Si on devait faire un retour sur la saison dernière, il me semble que ça a été un petit peu compliqué du coup pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'on aille un petit peu donner des éléments justement à nos auditeurs sur cette saison 2023 du coup? Ouais. Alors la saison 2023 a commencé plutôt bien, j'avais fait un très bel hiver. Je commence la première course de ma saison sur une Coupe d'Europe à Melilla. Je fais une super course, je me sentais vraiment bien. Je fais un podium, donc je finis 3e. C'était mon premier podium international sur une Coupe d'Europe, donc ça me laissait avoir de belles ambitions pour la saison. Et 3 semaines après cette course, j'ai commencé à tomber malade pendant une semaine. Bon, après, ça arrive malheureusement. Donc j'avais de la fièvre et tout ça. J'avais un petit peu du mal à manger cette semaine-là, mais bon, ça passe. Je reprends l'entraînement et après 3 jours de reprise, un jour sur le vélo, j'avais 2 heures à faire et au bout de 1 heure, je dois m'arrêter. J'avais trop mal au dos. Okay. Je pouvais plus tenir la position. Et j'arrive à rentrer chez moi un peu en roue libre, en faisant ce que je pouvais, et le lendemain je me réveille et j'avais une perte de sensibilité dans tout le côté droit de mon corps. Okay. Donc c'est quelque chose d'un peu bizarre, t'as la sensation d'avoir chaud, froid, tu sais pas trop. Mais bon, moi je me dis, j'ai quand même des douleurs un peu, à force de s'entraîner comme ça, on a des douleurs un peu tous les jours. Je me dis, ça va passer. Le vendredi, toujours la même chose. Et à ce moment-là, par exemple, je pouvais plus m'asseoir dans ma voiture, je pouvais plus faire de culbute dans l'eau. Donc je faisais le virage. Bon, il y avait quand même quelque chose qui allait pas, mais... Et après 4 jours avec cette sensation-là, mon frère et mon père, ils m'ont vraiment dit, mais il faut que tu ailles aux urgences. Il y a quelque chose de vraiment... il y a quelque chose de plus grave et ça va pas passer comme ça. Ouais. Donc le lundi, dès 8h, je vais aux urgences. Bon, la secrétaire des urgences, elle me dit... mais vous savez, monsieur, ici, c'est que pour les choses très graves. Donc je me dis, peut-être qu'en fait, c'est rien ce que j'ai, ça va passer. Mais bon, j'attends quand même, maintenant que je suis là. Ouais. Et le médecin des urgences, il me dit directement, là, on va directement vous faire une IRM de la moelle épinière. Et au final, j'avais une inflammation de la moelle épinière. Donc une belle inflammation. Donc directement, ils m'ont j'étais au CHU de Fréjus à ce moment-là. Ils m'ont directement transporté à Nice. Okay. Et ensuite, j'ai fait 2 semaines à l'hôpital de Nice avec des corticoïdes, donc des anti-inflammatoires pour réduire un peu cette inflammation de la moelle épinière que j'avais. Et donc ça m'a mis un bon... Au début, les premiers jours, je me voyais déjà encore reprendre le départ de compétition 1 mois après. Okay. Mais après, j'ai vu que c'était un peu plus grave que ça et que malheureusement, ça allait pas être aussi rapide. Mais bon, après, il faut l'accepter. Et puis
Et comment tu réagis face à ça? Tu cherches la cause? Est-ce que tu la trouves? Ouais, d'abord, avant de me donner les anti-inflammatoires, ils ont essayé de chercher la cause, mais ils l'ont pas forcément trouvé. Ok. Ils comprennent pas trop pourquoi. Sûrement un peu comme j'ai été malade la semaine d'avant, ils se disent que peut-être que mon corps a voulu un peu me protéger et il en aurait trop fait, ce qui aurait inflammé la moelle épinière. Ok. Mais ouais, non, c'était quelque chose un peu d'inattendu, on va dire. Et comment tu te relèves face à ça? Aujourd'hui, t'es reparti. Ouais. Là, c'est bon, mais j'imagine qu'il y a eu quelques semaines un peu plus compliquées. Et quelle est ta réaction face à tout ça? Est-ce que par exemple, la préparation mentale, ça a pu t'aider sur ces moments-là? Comment tu réagis? C'est sûr que c'était quelque chose de délicat, mais après, ouais, c'était. J'ai jamais forcément. Enfin, pour moi, c'était sûr que j'allais reprendre l'entraînement, la compétition à un moment. Enfin, il fallait juste passer cette étape et. Enfin, ça m'est déjà arrivé de me casser des choses en vélo et puis il faut. Ouais. C'est un peu des obstacles qu'on te met sur la route et puis après, il faut savoir se remotiver, retrouver un peu tout ça. Donc j'ai dû faire 2 mois sans entraînement, sans sport, sans rien du tout, Ok. en sortie d'hôpital. Et ensuite, grâce au Krebs et la kiné qui était là-bas, Julie Aligné, j'ai pu avoir des séances tous les jours de réathlétisation, de reprise un peu, parce que aussi j'avais perdu 10 kilos. Ah ouais. Entre la maladie, l'hôpital, j'étais alité pendant 2 semaines, donc j'avais perdu beaucoup, et donc il a fallu tout reconsolider un peu mon dos, Ok. justement pour éviter que ça puisse revenir. Ouais. Et donc j'ai fait ensuite 2 mois de justement réathlétisation, et ensuite j'ai pu reprendre l'entraînement tranquille, par la natation et le vélo au début, et ensuite 1 mois après la course à pied. Ok, ouais, donc ça a été quand même une phase assez longue. Et est-ce que tu ressens aujourd'hui un avant-après, que ce soit physique, mental Ouais, Ouais. forcément ta vision des choses change encore après ça. Ok. Tu te dis qu'à tout moment, tout peut passer du très bon, du podium sur la Coupe d'Europe à l'hôpital. Et ouais, non, c'était quelque chose, franchement, ça fait enfin, tu relativises vraiment beaucoup après. Même le triathlon qui, au final, enfin, les entraînements, c'est quelque chose que je fais tous les jours, quasiment, depuis que j'ai 14 ans, on va dire. Ouais. T'oublies un peu, certaines fois, t'es un peu de mauvaise humeur, t'oublies de profiter. Mais aller faire du vélo sous le soleil dans des parcours incroyables, ça reste une chance vraiment énorme. Et donc vraiment après, t'as un petit déclic et tu profites d'autant plus des entraînements. Parce que, juste pour revenir un peu donc, sur la myélite, donc c'est l'inflammation de la moelle épinière, les médecins, moi ils me l'ont pas dit forcément directement, mais pour eux il y avait très peu de chances que je puisse reprendre juste l'entraînement. Ok. Parce que j'avais vraiment une grosse inflammation de plus de 50% de la moelle épinière, avec la matière grise qui était un peu touchée, donc c'était quelque chose de vraiment sérieux, et pour eux c'était quasiment impossible que je puisse reprendre. Ok. Mais moi, à aucun moment ça m'a effleuré l'idée de ne pas pouvoir reprendre, et donc je pense que ça a aussi été une des forces, c'était que il n'y a pas eu le choix, Ouais. je me suis pas laissé le choix de est-ce que je peux reprendre, est-ce que je peux pas. Ok. Donc ça m'a vraiment aidé, puis j'ai été bien entouré à ce moment-là, donc. Ok, donc une saison, on va dire 2023 un peu plus compliquée, une saison 2024 qui j'espère sera mieux, il y a pas de raison. Et toi justement, on le voit depuis le début de cet épisode, tu as quand même une vision, des ambitions. Qu'est-ce que tu souhaites faire par la suite? Est-ce que déjà ton ambition c'est de rester sur le court distance durant les 5-10 prochaines années? Est-ce que tu rêves des jeux? Quelle est ta vision qui bien sûr arrivera sous un sens ou sous un autre? Dans 5 ans, si je dois refaire un épisode avec toi, tu penses qu'on sera où? Franchement, moi, en tant que tout triathlète du court distance, on s'entraîne pour les jeux. Ouais. Donc forcément, dans 5 ans, j'espère qu'on sera donc 2029, pardon, avec une médaille de Los Angeles, mais bon, après il y a quand même pas mal d'étapes avant.
En fait, moi, je pars du principe que si tu continues de progresser, c'est que j'ai pas encore atteint mon plein potentiel, et ça, c'est vraiment mon objectif. Si un jour, pendant 3 ans, je progresse plus, même peut-être je régresse un peu, et je me dirais, c'est peut-être le moment d'arrêter. Mais comme je continue de progresser tous les ans, et j'ai pas du tout envie de m'arrêter là maintenant. Et puis, c'est vraiment quelque chose avec moi-même, ça. C'est-à-dire que il y avait des moments pendant mes compétitions, ça se passait pas très bien. J'avais des points de côté tout le temps sur toutes les courses à pied. Okay. Et donc, t'es très bon à l'entraînement, mais t'arrives sur la course, tu finis 20e. Mais pourtant, je continuais de progresser à l'entraînement d'année en année. Et c'est ça qui a fait que j'ai continué d'aller à l'entraînement avec cette motivation, cette envie. C'est parce que je savais que je continuais à progresser et qu'à un moment, ça allait payer, quoi. Ok. Et t'as trouvé, par exemple, pour revenir sur ce sujet-là, d'où ça venait, ce point de côté? Donc on a fait pas mal de recherches un peu avec des médecins fédéraux. Et on a étudié la piste un peu de l'asthme, parce que j'avais un sifflement à l'effort qui était un peu anormal. Donc j'ai pris un traitement pour l'asthme qui n'a pas fonctionné. Ok. Donc ensuite j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai fait, avec un gastro, j'ai fait des tests. Et en fait, c'est que j'avais un peu trop d'acidité dans l'œsophage. Et pendant l'effort, ça remontait, ça inflammait mon œsophage. Okay. Et ça me faisait faire une petite crise d'asthme. Ah ouais. Et donc, au bout d'un moment, j'étais un peu en déficit d'oxygène et ça créait une crampe. Ok. Et donc, en traitant ça, maintenant, j'ai plus de soucis. Plus avec la prépa mentale que je mets à côté, ça a été un tout qui s'est passé. Bon, normalement, tout devrait bien se passer dans les prochaines années. Et justement, on arrive un petit peu au bout de cet échange. Et j'ai toujours une question que j'aime beaucoup poser à la fin. C'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi pour la finir mentalement et comment tu fais face à cette séance-là ? Forcément, ça va dépendre un peu des jours. Mais souvent, si c'est vraiment difficile et que je suis vraiment dans le mal, je vais essayer de prendre chaque portion par portion. Par exemple, si c'est des millimètres en course à pied, je vais mettre mon focus sur le millimètre que je suis en train de faire. Et ensuite, après, il y a la récup. Et puis, je vais pouvoir commencer à penser à celui d'après. Si tu es en pleine séance, tu te sens pas très bien, et que tu es déjà à fond, et que tu commences à penser qu'il te reste 5 fois 1000, ça risque d'être compliqué. Alors que si tu les prends un par un, je trouve que c'est quelque chose qui, dans ma gestion, ça passe un petit peu mieux. Okay. Et puis après, forcément, tu repenses un peu, tu dis qu'en course, c'est jamais facile. Tu passes par des moments où tu es dans le même état. Ouais. Et que justement, c'est cette capacité à pouvoir se dépasser qui fait que tu vas peut-être pouvoir gagner la course, justement. Donc, et puis un peu c'est ça, c'est s'entraîner en essayant de faire ce petit truc en plus pour pouvoir gagner, quoi. Parce qu'à la fin, il faut gagner les courses. Donc voilà. Ok, merci pour ce partage et malgré tout cette astuce, parce que celle-ci je l'avais jamais eue et c'est vrai que je la trouve assez intéressante. Ou malgré tout, le parallèle c'est vraiment se concentrer sur le moment présent un petit peu et pas voir la suite. Et ça se trouve, ça permet, comme tu le dis, de passer des énormes séances. Donc, merci à toi pour ce partage. Je te souhaite le meilleur et j'espère que dans 5 ans, on fera cet épisode avec ta vision et ton ambition. J'espère aussi. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me mettre un avis sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire évoluer ce podcast. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.